Tu gagnes sur les réseaux sociaux. Et OK. Bon, maintenant, comment faire du fric? Concrètement, comment contribuer? OK, nouvelle page, bim. Instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une pyramide. Alors, le fantasme de la pyramide. Qui sont les... En fait, je vais un peu vous distinguer, vous expliquer qui gagne du fric dans ce bas monde. Dans la crypto. Et comment ils gagnent. OK, c'est une pyramide en 5 étapes. De celui qui fait le plus de fric à celui qui fait le moins de fric. Okay, hop. 1, 2, 3, 4, 5. OK. En bas de la pyramide, on a les 1000x ape. Le 1000x ape, c'est le gars qui fait n'importe quoi, qui achète n'importe quoi, qui veut faire un x1000 du jour au lendemain, qui est en hyperventilation, en FOMO, en FUD complet. Donc FOMO, c'est il pense que tout va monter, donc il achète comme un malade. FUD, c'est il pense que tout va s'effondrer, donc il vend comme un malade. Donc le 1000x ape, par accident, il peut gagner du fric, mais en général, il se fait défoncer parce que je dirais son mode de fonctionnement et son approche, elle est pas bonne, quoi. Après, on va voir les holders moyen terme. Le holder moyen terme, ça va, on va dire, de 6 mois. On va dire c'est peut-être 6 mois, tu vois, les mecs qui vont holder un peu, quoi. Le holder moyen terme, en général, il se débrouille mieux que le ape, dans la mesure où il va se dire, OK, je vais au moins me donner un peu de temps. Je ne vais pas rentrer, sortir, acheter, vendre, rentrer, sortir comme un débile matin, midi, soir. Je vais voilà, acheter un truc et le holder. Holder, ça veut dire le conserver. Voilà, le conserver. Vous ne le tradez pas, etc. Vous le conservez. Bon. Pour info, attends, avec les apes, là, je mets le trader. Tout ce qui est, on va dire, le day trader. Le mec, tous les jours, il achète, vend et qui fait de levier. OK, il y a des mecs qui sont ultra brillants là-dedans, mais le gros des gens, 90% des gens tapent leur fric. OK. Donc, le holder moyen terme, ça va. Le problème du holder moyen terme, c'est que en fonction du projet, en fonction de la taille du projet, en fonction de l'avenir du projet, il peut se retrouver à poil, quoi. C'est que, comme je l'avais dit, les champions de 2017, ça n'a pas été les champions de 2021, et les champions de la prochaine bulle ne seront probablement pas les champions de 2021 non plus. OK? Parce que les narratives, les récits seront différents. Donc, le holder moyen terme, donc 6 mois ou plus, le problème, c'est qu'il peut se retrouver avec un bag qui ne vaut rien et que souvent, il n'est pas assez opportuniste. C'est qu'en fait, il y a quand même un moment où il faut se dire, OK, je prends mes profits ou je vends une partie, je prends une partie de profit, je me mets en sécurité, je mets la daronne à l'abri, je m'achète un appart et je me casse. OK, même si je crois à un projet sur long terme, voilà. Même, je viens de vous dire, vous êtes je sais pas, un holder moi, je suis un holder plutôt de long terme sur du Ethereum, sur du Bitcoin, et des trucs comme ça. Ouais, sauf que quand c'est absurdement haut, j'en vends un petit peu, parce qu'en fait, juste en vendant un petit peu, je peux m'acheter 2-3 apparts, quoi. J'en vends un petit peu, je prends 2-3 apparts. Et puis aujourd'hui, je suis content, parce qu'aujourd'hui, j'ai acheté plein d'apparts. OK, l'immobilier, ça rapporte que dalle et tout, mais bon. Et je me dis, bon, au pire, si jamais voilà, les cryptos, ça disparaît, j'ai toujours 2-3 apparts, quoi. Même un peu plus que 3 apparts, mais bon. Et donc, j'ai toujours ça. Alors, ça rapporte des loyers, puis au pire, je les vends pour du cash, peu importe quoi. Le holder moyen terme, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas trop idéologique. Il faut qu'il reste pragmatique. S'il est très idéologique en mode, ouais, le Bitcoin a 1 million, et tant que le Bitcoin n'est pas 1 million, je ne vends pas, en général, il se fait défoncer sa gueule, quoi. S'il est un peu pragmatique en mode, ouais, moi, je pense que le Bitcoin, il va monter à 1 million. Par contre, voilà, là, le Bitcoin, il passe, mettons dans, je sais pas, dans 2 ans, le Bitcoin, il monte à, je sais pas, un truc con, mais à 100 000, par exemple. Le mec, même s'il croit que ça valait 1 million, s'il est malin, il en vend 2-3, il s'achète une petite baraque et puis il est bien, quoi. Un petit truc, quoi. C'est vrai qu'on ne s'achète pas une baraque non plus avec 300 000 balles, mais vous voyez l'idée. Bon, le holder moyen terme, il se débrouille mieux que le ape, mais dans l'ensemble, c'est pas forcément. Voilà, ouf. Après, on va voir ce qu'on appelle le gem hunter. Le gem hunter. Alors, gem, ça veut dire littéralement. Un gem, c'est un joyau ou une pierre précieuse, un truc comme ça. Gem. Je crois que gem, c'est pierre précieuse, pardon. Pierre précieuse. Et le gem hunter, c'est le mec qui va faire des recherches, qui va analyser des projets, qui va analyser les wallets des whales,
Tu vois, moi, j'ai un pote comme ça, le mec, c'est un putain d'autiste. C'est un mec qui a spoté le Bitcoin en 2014 et qu'on a acheté genre des milliers, mais qu'ils a revendu derrière. Et qui, lui, du coup, s'il avait été holder moyen terme, il serait quand même mieux. Mais bon, en attendant, c'est un type, il passe sa life, en fait. En fait, il a une dizaine de logiciels, dont un truc qui s'appelle Hansen ou Nansen, un truc comme ça, enfin, peu importe. Et il va pouvoir analyser tous les comportements des whales. Tu vois, par exemple, s'il y a plus de 3 whales ou 3, on va dire, smart money qui vont investir, il va dire, voilà, je veux trouver des projets qui ont moins de 20 millions de market cap. OK, donc c'est vraiment tout petit. Et dans lesquels il y a eu, sur les derniers 3 mois, au moins 7 investisseurs dits de smart money, donc des gens qui par le passé ont investi assez tôt dans des bons projets. Donc, je veux qu'il y ait au moins 7 mecs comme ça qui investissent dedans. Et lui, en fait, il va repérer des trucs comme ça, quoi. Et du coup, boum, il met 100 000 balles. Et ouais, et à peu près, il vend, il fait x10, x9, même dans les conditions de marché aujourd'hui, il fait des trucs de fou, le mec, quoi. Mais voilà, c'est un putain d'autiste. Il fait ça toute la journée, il fait ça depuis des années. Il a du capital parce qu'il peut quand même déployer 100 000 balles sur un shitcoin, donc il faut quand même y aller, quoi. Et voilà, donc le gem hunter, il se débrouille bien. Ça se fait. Le gem hunter, c'est de la patience. C'est être analytique, froid, être patient, chercher, c'est de la chasse, quoi. C'était là, dans la neige, avec ton sniper, attendre qu'un caribou passe. OK. Moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas rester allongé dans la neige, mon sniper pendant 10 ans et attendre qu'un putain de caribou daigne se pointer. Okay. Après, ce qu'il y a, c'est les funders. Les funders, ils font pas mal de fric. Les funders, c'est relativement simple. Comme les mecs, ils peuvent s'attribuer des tokens, alors en général, ils vont s'attribuer un truc de raisonnable. En général, on essaie de faire en sorte que les funders, ils aient peut-être 5% de la market cap et pas plus, sinon c'est un peu déséquilibré, etc. Mais les funders, ils récupèrent du token. Paradoxalement, le funder, il n'est pas tout en haut. En haut, on va avoir les insiders. Ça marche plus cette merde. Okay. Le problème du funder, c'est que souvent, il est vesté. Il est vested. Vested, je vous rappelle je l'ai expliqué un instant, c'est le fait qu'il ne peut pas vendre ses tokens. Il peut en vendre un petit peu, mais il ne peut pas tout vendre. Donc, en théorie, il aurait pu dumper la gueule de tout le monde à partir des millions si c'était sa volonté, mais il ne peut pas vendre. Dans la plupart des projets dans lesquels je travaille, je suis vesté. Je ne peux pas vendre. Même si je veux vendre, je ne peux pas. Et donc, voilà. Et donc, le founder, en fait, s'il tient assez longtemps, s'il a un vesting schedule, autrement dit, un calendrier de vesting qui lui est favorable, eh bien, il peut quand même vendre et voilà, se faire beaucoup d'argent, si ça se passe bien. OK. En haut, en fait, il y a le insider. Et l'insider, c'est quoi? Insider, c'est des VC. C'est VC ou Business Angels. Un VC, c'est un fonds d'investissement. Un Business Angels, c'est un mec qui investit à titre privé. OK. OK. Il va y avoir tout ce qui est les advisors. Moi, je connais un mec comme ça. Il est spécialiste en ICO. Je vais parler une fois, très sympa. Le type, en fait, il va conseiller des ICO, organiser des ICO de manière réglementée, etc., propre et tout. Et il va prendre 10% de la somme levée lors de l'ICO. Et le mec, il passe, quand on est en période de boule, il fait 3 ICO par semaine. Sur chaque ICO, il prend entre 50 000 et 1 million. Et puis, il répète ça 20, 30, 40 fois pendant le bull market. Et puis après, il repart en vacances. Pas con, l'américain. Donc, les advisors, voilà. Et après, on va avoir… putain, pourquoi c'est mis à chaque fois le… Je ne sais pas. Après, on va voir finalement les key community members. Okay. Donc, en fait, les key community members, c'est des gens qui ont contribué. Qui ont contribué, qui ont fait, je sais pas, la modération, qui ont fait le marketing, qui ont contribué au développement, qui ont aidé, qui ont trouvé des bugs, qui ont soutenu le projet, etc., etc., etc. Et ces key community members, en fait, eux, ils font un max de fric parce qu'ils ont occupé des tokens pendant le bear. En général, ils ne sont pas loqués. Ils ne sont pas loqués parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Sauf que leur pas grand-chose pendant le bear, ça peut valoir des centaines de milliers, ou des dizaines de milliers, ou même plus dans certains cas, soyons fous, pendant le bull market. Vous voyez? Et eux, en fait, ils ne sont pas vestés, en général. Parce qu'on leur a filé 1000 balles de token. On leur a filé 1000 balles de token, maintenant ça vaut 100 000 balles, ou 200 000 balles. Et lui, du coup, il peut vendre. S'il est sympa, il vend en tranche pour pas, pareil, vendre 200 000 balles d'un coup, et il récupère la thune. Et surtout, si lui vend, c'est pas grave. En fait, il y a un truc dans la crypto, c'est quand les founders, quand les fondateurs vendent, même s'ils vendent peanuts, même s'ils vendent pour 10 balles,
ça crée toujours un vent de panique. C'est « Oh putain, ils ont commencé à vendre, ils vont nous dumper à la gueule, et les mecs, ils vendent tous comme des malades. » Donc, c'est assez compliqué pour un founder de vendre. Il y a des méthodes un peu subtiles. En fait, en passant, moi, je sais qu'en passant, j'ai des potes qui, eux, ont listé un token sur Gate.io. Et en fait, avec l'exchange Gate.io, qui est un concurrent de Binance, ils ont une forme de deal où ils vont transférer discrètement des tokens de founders là-dedans et algorithmiquement, ils vont vendre sans que ça impacte le prix, etc. Donc, il y a des manières de faire. Attention, ça marche si vous avez un token qui est listé sur un exchange, etc. Pour moi, le mieux, si vous êtes founders, je fais une petite digression, si vous êtes founders, le mieux, c'est de vendre tout le temps. C'est en fait de vendre tout le temps, mais que dalle. C'est que peu importe le prix du token, vous en vendez un tout petit peu. Et vous dites à la communauté de manière super transparente, les mecs, moi, je vais en vendre toutes les semaines, je vais vendre 10 tokens, 20 tokens, on s'en fout. Okay, et comme ça, vous vendez. Et du coup, quand on est en bear market, vous vendez. Donc, vous récupérez, je ne sais pas, 2 balles par semaine, quoi. Et la communauté, elle fait, mais pourquoi il vend? Je ne sais pas, il a dit qu'il vendait, voilà, et qu'en gros, il va étaler ça sur 5 ans et il va vendre un tout petit peu toutes les semaines. Et donc, les gens, ils vont dire, il est con, le mec. Mais, quand vous arrivez en bull market, là, vous pouvez continuer à vendre. Et ce que vous prenez par semaine, c'est des centaines de milliers. Et les gens ne paniquent pas. Je veux dire, pourquoi il vend? Attends, le mec, il vend un tout petit peu toutes les semaines depuis 1 an et demi. Ah, ok. En fait, si le mec, il ne vend pas du tout et qu'il commence à vendre, ça crée une panique. S'il vend un tout petit peu tout le temps et que ça rapportait 2 € avant, maintenant ça rapporte 200 000 balles, les gens, ils peuvent dire, mais non, mais il a toujours vendu et c'est transparent, ils vendent un tout petit peu, voilà, ils vont étaler ça sur quelques années. Et là, la communauté, elle se dit, ok, bon, ça fait sens, je comprends, j'arrive à intégrer cette réalité. Et ça ne crée pas une panique. C'est très compliqué la gestion des paniques et des émotions dans du Web3. Ok, vous pigez le truc? Nansen.ai, merci. L'outil s'appelle Nansen.ai. Ça vous parle de ce contenu un peu? Je sais que là, comme on est un peu en mode vallée de la mort dans les cryptos, ce n'est pas super vendant. Mais sur les RX, on est des fils de putonnettes. On n'a pas 80 de QI. Et quand on joue une partie, on fait du cash flow rapide maintenant. Et si on peut poser des pions qui rapportent des millions d'ici 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça serait con de ne pas les poser, quoi. Surtout si ça ne demande pas d'argent et juste un tout petit peu de temps. Et by the way, connecter, travailler dans le Web3, c'est super intéressant. C'est quand vous sortez des communautés toxiques, en gros, tout ce qui est toxique, c'est les Thousand Apes, enfin les Thousand X Apes. Eux, ils sont ultra toxiques. Parce qu'eux, ils s'énervent tout le temps. Ils pètent des câbles tout le temps. Ils s'énervent tout le temps. Ils vous tuent la bite tout le temps. C'est des malades mentaux. Moi, j'ai un mec là, je travaille sur un projet qui s'appelle Forkchain, que vous connaissez pour la plupart. Et le mec, il vient me voir. Il me fait un tweet du type « Ouais, moi, on sait tous que tu as volé près de 3 millions. » Encore un, bon, ok. Sur Forkchain et que vous n'avez jamais rien fait, que vous n'avez jamais rien créé. Donc, traduction, vous êtes parti avec la caisse. Tu sais, ça se voit. Et Dubaï, c'est bien petit, tu vas être très triste tout seul là-bas. Je suis en mode, mais. Et tu es allé voir sur le site? Je veux dire, on a fait un produit, on a fait la bêta du produit. Alors, ok, la bêta, c'est pas un truc de fou, mais on crée la techno, elle est là, tu peux la tester. Tu es allé voir, putain, sur le site. Et le mec, il lui dit, bah non. Il dit, tu veux pas d'abord aller voir sur le site pour voir ce qu'on a fait, suivre les milestones, etc. Alors, je comprends peut-être qu'on a mal communiqué. Ça, je veux bien croire qu'on a mal communiqué, mais à culpa, si tu veux. Mais va quand même voir ce site. Donc, on va. Le 1000x Ape, c'est le mec, c'est pour un rien, il va vous menacer de mort. Pour un rien, il va essayer de trouver Wobit de vos parents pour les menacer de mort aussi, d'ailleurs. Pour un rien, il va prendre tout son argent, faire all-in sur un token. Voilà. Il fait partie de l'écosystème, ce mec. Il est là, ça fait partie du jeu. C'est aussi grâce à lui que ça monte en flèche, mais c'est aussi grâce à lui que ça s'effondre en flèche aussi. Voilà. Donc le 1000x Apes, ouais, lui, il est assez, il est un peu problématique. Il est un peu problématique, mais il fait partie de la réalité. Je dirais, en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, en tant qu'opérateur, notre boulot, ce n'est pas de rêver une nouvelle réalité, c'est de s'adapter à la réalité. Ce qui est super important pour gérer le 1000x Apes, lui, c'est justement de faire de la transparence. Ce qui est vachement important, c'est d'être toujours dans une transparence. En fait, c'est au maximum de vos capacités et de votre compréhension. Vous devez vraiment chercher la transparence. Toujours expliquer ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, etc., etc. Ce qui fait que si lui fait le con,
vous n'avez rien à vous reprocher. Si le mec qui fait le con, qui fait all-in sur sa trésorerie à l'ATH et qui perd tout, bah, vous vous dites, attendez, moi, j'ai montré ce qu'on a fait, j'ai expliqué qu'on avait une roadmap, que ça allait prendre du temps, que voilà, ça ne se fera pas en 2 jours, qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas, que je ne peux pas prédire le prix du token. Il faut vraiment jouer, que c'est évidemment un projet qui a une dimension aussi expérimentale comme tout projet Web3, que voici ce qu'on fait, voici les updates qu'on a fait, et vraiment de jouer à fond la transparence. Parce que voilà, le 1000x Ape, il devient fou. Et en fait, en général, quand il y a la transparence le calme, en fait. La transparence le calme et la transparence vous protège. Parce que si jamais c'est super opaque, on peut vous dire, ouais, mais vous avez manipulé le game. Même si ce n'était pas votre volonté de manipuler le game, même si vous n'avez pas manipulé le game, l'opacité crée de la suspicion. Alors attention, dans la vie, il y a toujours de l'opacité. Ça s'appelle la vie humaine. Donc la transparence, c'est quelque chose qu'on essaie de faire au maximum, mais bon, bah, de temps en temps, il y a des trucs qu'on ne peut pas forcément dire, il y a des trucs qui sont aussi des réunions internes à l'équipe, etc. Alors, c'est si vous débarquez en mode voici toutes les raisons pour lesquelles le projet peut foirer et pourquoi je crois vraiment que ça va merder. Si vous arrivez, vous dites ça aux gens, vous créez un vent de panique, tout s'effondre et finalement, ce n'est pas utile. Si vous arrivez avec un discours plus nuancé en mode on voudrait builder ça, on a vu tel et tel obstacle, on travaille dessus, transparence. Là, en général, c'est bien reçu et il y a une forme d'honnêteté, quoi. Même c'est pas une forme d'honnêteté, pour moi, il y a une honnêteté tout court. OK, point suivant. Good.